va rester dans le domaine artistique, ou en tout cas dans les maillages entre artistes et autres catégories de la société. Dans la prochaine conférence qui va parler de crypto-monarchie, il y a des gens qui vont venir vous démystifier ça, quand la blockchain et l'art contemporain questionnent nos modèles de gouvernance. Cette présentation-là va vous être faite par deux collègues de Chicoutimi, que je connais quand même. On se connaît tous chez nous. Donc, Sébastien Harvey, co-directeur du Centre Bang, membre fondateur du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, président de l'OBNL Québec Blockchain, qui soutient les pratiques collaboratives à l'ère du numérique, ainsi que Patrick Moisan, qui co-dirige le Centre Bang, Centre d'art contemporain, qui agit à titre de directeur général et artistique du magazine Zone Occupée, Art, Culture et Réflexion, et qui collabore à l'Institut du leadership et d'entrepreneuriat collectif du Collège d'Alma. Patrick Moisan est expert auprès du ministère de la Culture et des Communications, membre du conseil d'administration du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur, la scène est à vous. Alors, c'est un plaisir et un privilège d'être parmi vous, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mon distingué collègue, mais néanmoins ami, et moi, sommes les co-directeurs du Centre Bang. C'est un centre d'artistes fondé en 1958. Il s'agit bel et bien du plus ancien centre d'artistes au Canada. Et quand je dis ça, les gens de Montréal capotent. Nous opérons 20 000 pieds carrés dédiés aux résidences d'artistes et à la diffusion d'expositions. Notre équipe de 12 employés soutient plus de 80 artistes professionnels du Québec, du Canada et de l'international chaque année via nos 3 programmes, soit le soutien aux artistes, la diffusion et la médiation culturelle. Avant de commencer, j'ai une question primordiale à poser à Sébastien. Est-ce que tu savais que les barres de chocolat, les 3 mousquetaires, n'ont rien à voir avec l'œuvre d'Alexandre Dumas? Non, je ne savais pas ça, Patrick. Eh bien, pour ma part, j'ai appris l'autre jour qu'avec le nom d'Albert Einstein, on peut faire un anagramme. 10 Elite Brains. C'est les mêmes lettres. On peut en faire un en français également. Tartine les bien. Incroyable. D'après toi, qui a décidé du nom de ces marques deviendraient célèbres? Probablement les jurys de pair. Eh oui. Avertissement. Donc, le projet qu'on vous parle aujourd'hui va certainement nous attirer des ennuis. Comme vous voyez, on est bien parti. Il s'agit d'un projet en art numérique intitulé Crypto-monarchie et va questionner les pouvoirs établis, à commencer par la démocratie et la gouvernance. Les votes de chaque participant n'auront pas le même poids. Fini l'égalité. Fiscalité. Nous allons liquifier des titres de propriété d'une œuvre d'art et les vendre sous forme de crypto-monnaie, ce qui va nous attirer assurément les foudres de l'AMF. Autorité des marchés financiers. Cybersécurité. Nous allons utiliser la blockchain pour amener les institutions et les collectionneurs d'art au 21e siècle et augmenter leur littératie numérique. Le marché de l'art. Nous allons désintermédier les opérateurs et les tiers de confiance qui décident des artistes reconnus. Et ce, au bénéfice des conditions socio-économiques des artistes. Si vous croyez que notre introduction est radicale, dites-vous que les dynamiques disruptives ne s'opèrent pas en disant « Puis-je avoir une autre part de gâteau, maman, s'il vous plaît ?» Nous sommes dangereux, car l'art est dangereux. Alors, à main levée, est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissaient l'artiste Denis Tremblay? Bravo. Bravo, bravo, respect. Denis Tremblay, il s'agit d'un des plus grands artistes québécois dont le travail va bouleverser l'histoire de l'art et dont l'influence impacte d'ores et déjà des pratiques artistiques chez toute une nouvelle génération de créateurs. Cet homme a littéralement traversé le miroir séparant l'art et la vie. Mais il se passe bel et bien quelque chose dans l'épaisseur du miroir. Le haut et le bas sont conservés, mais la gauche et la droite sont inversées. Le Centre Pompidou a récemment fait l'acquisition d'une de ses vidéos de ses performances artistiques réalisées en 1983. Dans cette vidéo, on le voit procéder à l'enterrement de Sa Majesté, l'histoire de l'art métropolitain, en compagnie de Hervé Fischer et de Pierre Astani. Plusieurs grands musées à l'extérieur du Canada s'intéressent actuellement à son travail. Il est donc reconnu dans sa région et à l'international, mais les musées québécois et canadiens ne semblent pas avoir, du moins jusqu'à présent,
dans leur logique institutionnelle, l'espace conceptuel pour accueillir la disruption qu'ils proposent. En effet, Denis Tremblay est un artiste périphérique. Selon lui, nous sommes tous le centre ou la périphérie de quelqu'un ou de quelque chose. Si le premier nous immobilise dans une position, la seconde nous propulse dans une trajectoire. C'est ce qui nous intéresse dans sa pensée, la trajectoire périphérique. Tout commence à L'Anse-Saint-Jean, un petit village de 1200 habitants situé le long du majestueux fjord du Saguenay. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Le 21 janvier 1997, L'Anse-Saint-Jean a déployé une innovation juridique dans un but touristique en élisant le roi Denis Ier de Lens par référendum, se déclarant de fait la première monarchie municipale d'Amérique et devenant ainsi une micronation. Il s'agit d'un véritable roi artiste élu et sanctionné par les règles municipales. La monarchie de L'Anse-Saint-Jean est l'œuvre d'art conceptuelle la plus importante depuis Fontaine de Marcel Duchamp en 1917. Un urinoir en porcelaine renversée, signé R. Motte, qui a été présenté comme étant une œuvre d'art et qui a fait tout un scandale. En passant, pour ceux qui ne savent pas, l'œuvre Fontaine ne serait peut-être pas de Marcel Duchamp, mais plutôt de l'œuvre de la baronne Elsa von Freiten-Loringhoven, une artiste dadaïste avant l'heure, qui fut mise de côté par l'histoire. Si c'est vrai, l'interprétation de l'œuvre considérée comme l'archétype même de l'art contemporain serait un mensonge. Plusieurs articles ont été rédigés à ce sujet, d'ailleurs, basés notamment sur l'analyse des correspondances de Marcel Duchamp avec sa famille. Cependant, les conséquences conceptuelles de Fontaine sont tout à fait réelles. On croyait que jusque-là, pour qu'il y ait de l'art, il y avait 3 conditions: une œuvre, un artiste, un public. En 1917, l'artiste Duchamp ajoute une 4e condition très conceptuelle qui permet d'apparaître le contexte artistique, qui permettrait d'accepter qu'un objet du quotidien ou préfabriqué soit considéré comme une œuvre d'art. Dorénavant, toute chose, y compris un rien ou un silence, peut être de l'art si le contexte de l'art le légitimise en tant qu'art. C'est l'apparition du concept de ready-made. Des années plus tard, Denis Tremblay décide d'en rajouter une couche. Il définit la 5e condition de l'art. Il invente le really made, une transaction continue et exemplaire entre l'art et la réalité. Désormais, une autorité civile peut légitimer une action artistique dans un contexte de réalité sociale. Par ce processus, l'art acquiert le statut de réalité dans le contexte de la vie sociale. Il s'agit d'une hybridation entre l'art et le réel. Une œuvre qui a le pouvoir de transformer le réel et l'art simultanément. Suite au déluge de 1996 au Saguenay, l'artiste propose à la municipalité de L'Anse-Saint-Jean de devenir une monarchie municipale. Le roi serait démocratiquement élu. C'est le roi qui prêterait allégeance au peuple et non à l'inverse, et ses pouvoirs seraient symboliques. L'élection du roi se fait par un référendum, sanctionné par les règles administratives et les lois régissant les municipalités du Québec. À la surprise générale, une majorité de 73,9% des Anjanois approuvent la création de la première monarchie municipale en Amérique et sans doute même au monde. Le curé du village se joint au conseil municipal et accepte courageusement le principe d'un couronnement dans son église. Ce sont donc les autorités civiles et la population qui valident l'existence du roi Denis Ier de Lens. Par la suite, la commission de toponymie du Québec ira même jusqu'à approuver le projet de renommer des parcelles du territoire pour créer des duchés et des baronneries. On voit ici les armoiries de la monarchie avec la devise « Je me souviens de mon avenir ». Cet artiste a imaginé un royaume et il a mobilisé toute une population avec une œuvre demandant une audace inouïe. Le projet a fait le tour de la planète avec une couverture médiatique internationale. À une certaine époque, un touriste sur 2 arrivait au Saguenay-Lac-Saint-Jean et demandait au bureau de tourisme à quel endroit se trouvait l'Anse-Saint-Jean et sa monarchie. On parle de dizaines et de dizaines de milliers de personnes. Pour l'occasion, une monnaie locale avait été produite, les dollars. Vous comprendrez qu'à ce stade, le projet a reçu beaucoup d'attention de la part du gouvernement fédéral. Imaginez les conséquences si chaque municipalité du Canada devenait une monarchie.
la logique politique de ce projet possède en lui les germes de la décentralisation et de la désintermédiation, deux logiques intrinsèques aux propriétés des outils numériques. Le symbole qui perdure de ce projet artistique sont les 7 bijoux de la couronne. Ces bijoux sont à la fois un élément du patrimoine culturel régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également la trace d'une action artistique qui marquera l'histoire d'art. En collaboration avec l'artiste, on a décidé de développer un projet qui serait une performance artistique et qui serait un ready-made économique à l'ère du numérique. Décentraliser la propriété d'une œuvre d'art en utilisant la crypto-monnaie. Désintermédier les opérateurs institutionnels et permettre aux propriétaires collectifs des bijoux de la couronne de participer à un système de gouvernance numérique utilisant la blockchain. C'est ça le projet de crypto-monarchie. Alors, la crypto-monarchie. Notre vision est que l'art est un espace d'expérimentation pour la société. C'est le secteur recherche et développement conceptuel de l'innovation sociale. Depuis toujours, ce qui est admis au panthéon de la culture est validé et cautionné par des acteurs métropolitains, des tiers de confiance centraux, des institutions qui ont un positionnement dominant, des expertises reconnues et une légitimité politique et historique. Voilà donc la problématique que nous souhaitons explorer. Comment décentraliser le pouvoir de reconnaissance des œuvres d'art importantes pour le patrimoine culturel, se demande à juste titre la baronne Elsa von Freytag-Loringhoven. Donc notre hypothèse, la décentralisation des mécanismes sous-jacents au pouvoir de reconnaissance et de validation permettrait de mieux répondre à la complexité de notre époque. Les enjeux ciblés sont l'accessibilité de notre patrimoine culturel, la transformation des méthodes de rétribution des artistes et une reconnaissance par les pairs plus juste. Alors, l'outil numérique qui incarne philosophiquement le mieux la distribution et la désintermédiation en ce moment, c'est la chaîne de blocs ou la fameuse blockchain. C'est pourquoi nous avons développé un projet qui utilise la blockchain comme métaphore politique et économique. L'art parle du monde qui nous entoure et le monde qui nous entoure est technologique. Alors, comment créer des concepts artistiques intéressants avec les protocoles informatiques, la cryptographie, les registres distribués, les réseaux de pair à pair et les algorithmes de consensus? Petite précision qui a été nommée par notre collègue Olivier. En plus de notre emploi au Centre Bagne, nous avons créé un OBNL qui s'appelle Québec Blockchain. Notre conseil d'administration trouvait qu'on dépassait notre mandat. Alors, dans la dernière année, Québec Blockchain a formé un groupe de travail sur la gouvernance décentralisée et a également participé à la rédaction du livre blanc sur la blockchain produit par l'Institut de gouvernance numérique du Québec, que vous pouvez trouver sur le site de l'IGN. En résumé, la blockchain, c'est un protocole informatique sous-jacent à une base de données distribuée. La blockchain est une technologie de stockage, de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Alors, très grossièrement, la logique d'une blockchain, c'est qu'on rassemble des infos importantes dans des blocs et ces blocs sont dans un ordre précis. Tout ça est noté dans un registre. Ce registre est distribué dans plusieurs endroits. C'est pourquoi la blockchain est un registre distribué. Toutes les copies du registre sont synchronisées par un chef d'orchestre, un algorithme de consensus. Mais Sébastien, dis-moi pourquoi on dit que l'information dans la blockchain est immuable et sécuritaire. C'est que si dans une des copies du registre, on change une petite information dans un des blocs, le registre n'est plus synchronisé avec les autres copies et la modification n'est pas prise en compte. Toutes les copies doivent être constamment synchronisées par le chef d'orchestre. Donc, à retenir surtout que la blockchain permet d'avoir des informations fiables, sécurisées, et que la pirater, c'est pas mal compliqué. Le bénéfice de la blockchain, c'est que si j'ai une information certifiée béton, je peux faire confiance aux données que j'utilise. C'est pratique pour faire des trucs comme des transactions de valeur, valider les identités de des parties prenantes, valider des inventaires, optimiser des chaînes d'approvisionnement, valider des votes, etc. Et quand je dis une transaction dans ce contexte, il peut autant s'agir de vendre des parts des bijoux de la couronne que de voter pour une décision concernant les bijoux de la couronne ou encore, par exemple, d'accumuler des points de réputation dans la crypto-monarchie, me conférant plus d'influence. Tout ça peut être noté dans le registre comme étant une transaction. On peut également combiner à l'usage de la blockchain des contrats intelligents.
Ce sont des programmes autonomes qui exécutent automatiquement des conditions définies à l'avance. Par exemple, j'ai un contrat d'assurance qui se déclenche automatiquement quand je rentre dans une voiture Uber et qui arrête dès que j'en débarque avec facturation à la seconde et paiement automatique. Revenons à la crypto-monarchie. Rappelons que ce qu'on désire faire, c'est un projet artistique et que ce projet sera un ready-made. La crypto-monarchie doit donc être légitimée par une autorité civile dans un contexte de réalité sociale. Alors, donc, nous désirons représenter les bijoux de la couronne en titre de propriété numérique pour permettre la propriété collective de cette œuvre. Chaque propriétaire aurait un nombre de parts selon sa participation financière ou d'autres critères. Les bijoux de la couronne sont actuellement estimés à une valeur globale de 350 000 $. Il s'agit donc d'une nouvelle manière de financer les artistes. La première œuvre disponible dans la crypto-monarchie serait les bijoux de la couronne, mais on pourrait imaginer que cela deviendrait une plateforme d'achat et de gestion d'actifs artistiques. Nouveau genre permettant à d'autres artistes de faire partie du projet de crypto-monarchie. Donc, ce n'est pas seulement d'acheter et de vendre des œuvres. C'est également de créer une manière de légitimer des œuvres de manière décentralisée. Ce ne serait plus uniquement des opérateurs métropolitains ou centraux qui consacrent un artiste ou une œuvre, ce sont des parties prenantes diversifiées qui jugent de l'importance d'une œuvre, s'engagent à soutenir sa production, sa diffusion et sa conservation. On participe à établir les responsabilités relatives à la gestion d'un actif. Donc, de quelle manière, en utilisant la gouvernance numérique, est-ce que les copropriétaires pourraient prendre des décisions concernant les bijoux de la couronne sur des sujets comme où sont-ils conservés, comment financer leur entretien ou leur restauration, qui en a la responsabilité, comment les assurances fonctionnent, comment un musée responsable de la conservation financera son mandat, comment gérer les droits d'auteur, quoi faire pour la diffuser, la promouvoir ou gérer encore la circulation d'une exposition en tournée. Et là où ça accroche, c'est comment prendre des décisions ensemble sur les bijoux. Quels sont les facteurs qui déterminent la répartition des pouvoirs? Le nombre de parts que quelqu'un possède, et si nous ajoutions d'autres paramètres. Par exemple, la reconnaissance de l'expertise d'un participant pourrait lui conférer davantage de pouvoir sur une question touchant son domaine d'expertise. Et si une autre partie prenante n'a que quelques parts, mais que son engagement dans la valorisation des bijoux de la couronne est très, très grand, pourrait-on lui accorder du poids sur certains sujets au nom de cet engagement? Cette asymétrie dynamique des pouvoirs décisionnels mérite de nouveaux modèles d'action. Une part d'un bien dont la valeur peut fluctuer selon l'offre ou la demande est régulée par l'autorité des marchés financiers. À l'heure actuelle, une crypto-monnaie qui représente un actif est lourdement réglementée. Ce n'est pas n'importe qui peut vendre des titres de propriété numérique sur blockchain. En fait, il faut comprendre que certains placements et investissements sont réservés aux investisseurs qualifiés. Mais, pour convaincre des gens sérieux d'investir dans un projet aussi coloré, il faudrait faire au minimum la démonstration que sur le plan technique, le projet est valable, viable et sécuritaire. Si quelqu'un achète des titres de propriété numérique via un contrat intelligent, encore faut-il que ce dernier soit fiable concernant la cybersécurité. Et que le contrat intelligent ait subi un audit informatique digne de ce nom par des expertises crédibles et que la responsabilité légale relative à cette cybersécurité soit déterminée. Et que diront les opérateurs du marché de l'art? Reconnaîtront-ils une logique qui, de par sa nature, les désintermédie, leur offrant d'être partie prenante du projet, mais de ne pas avoir les clés de la voûte? Alors, si nous souhaitons positionner concrètement l'œuvre de Denis Tremblay, nous aurons besoin du soutien des musées et des organisations artistiques. Nous avons besoin de comprendre leurs paramètres et leurs défis. C'est nécessaire. Il serait aussi intéressant d'ouvrir la vente des parts aux individus dans le public. Nous voulons que le projet de crypto-monarchie se base sur un concept d'OAD, une organisation autonome décentralisée. L'objectif est d'utiliser l'outil numérique pour faire ce qui est jugé irréaliste parce que trop complexe. Collaborer est infiniment complexe. Se gouverner l'est davantage. Se gouverner de manière collaborative l'est encore plus. Alors, le temps nous file, on va défoncer d'1 minute 45 bien calculé. Les outils numériques ont le potentiel de permettre l'émergence de gouvernance décentralisée fonctionnelle et adaptative au contexte évolutif. Pour se gouverner, il faut pouvoir proposer des idées, les délibérer, les voter, puis attribuer les responsabilités et les ressources nécessaires à leur réalisation. Une OAD, c'est une organisation fonctionnant grâce à un programme informatique qui fournit des règles de gouvernance à une communauté. Ces règles sont transparentes, immuables, car inscrites dans la blockchain. En résumé, une OAD, c'est une forme d'organisation incorruptible qui appartient aux personnes qui l'ont aidé à la créer, à la financer et dont les règles sont publiques. Une OAD apporte 3 éléments nouveaux
par rapport à une entité traditionnelle. Elle ne peut pas être arrêtée ou fermée. Aucune personne ou organisation ne peut contrôler l'entité à elle seule et tout y est transparent et auditable dans un cadre supranational. Les organisations sont constituées, la théorie de l'agence, les organisations sont constituées d'un ensemble de contrats qui définissent les relations entre les parties prenantes et qui cristallisent leurs intérêts communs et les rapports de force. Donc, l'utilisation de contrats intelligents combinés au registre distribué nous permettrait d'assurer une exécution automatique et conforme des contrats, ce qui contribue à maintenir la confiance entre les parties. Bon, on est conscient que ça fait énormément d'informations, puis normalement, il y a toujours quelqu'un dans la salle à ce moment-ci qui dit « oui, mais concrètement ». Concrètement, en ce moment, nous avons créé un groupe de travail intersectoriel qui rassemble les expertises pour préciser les enjeux par domaine et établir des pistes de solutions. Les partenaires fondateurs du projet sont le Centre Bang, la Pulperie de Chicoutimi, musée régional, 3 autres centres d'artistes québécois, un musée belge et une 50aine d'artistes membres du Centre Bang qui se sont mobilisés. Puis en plus, on a mis à contribution l'équipe de Québec Blockchain qui a débuté la rédaction technique pour définir les composants de la cryptomonarchie. On est en discussion avec des startups à l'international pour développer une organisation autonome décentralisée. La prochaine étape sera de financer une preuve de concept et d'attacher les partenariats avec les instances légales, avec les Conseils des arts, autant au Canada qu'au Québec, et les institutions muséales canadiennes. D'ores et déjà, en acceptant notre présence, je dois vous informer que vous faites partie du Ready-Made et que si vous désirez joindre à l'aventure davantage, il y a 4 raisons pour nous permettre de faire émerger la crypto-monarchie. Soutenir le premier roi numérique au monde, réaliser le premier Ready-Made économique numérique, positionner Denis Tremblay dans l'histoire de l'art et finalement, passer de un pour tous à tous pour un. Merci à Alexandre Dumas et aux 3 mousquetaires. Merci.